Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition, ce soir, des investisseurs qui ont accroché leur ceinture pour une semaine intense en matière de décision de politique monétaire. On aura bien sûr les décision de la Réserve fédérale américaine mercredi soir, grosse journée jeudi avec la réunion de la Banque du Japon, de la Banque d'Angleterre, de la Banque nationale suisse, de la Banque norvégienne également, entre autres, et puis un certain nombre de banques centrales des pays émergents, le Brésil, l'Indonésie, prendront également des décisions en matière de politique monétaire tout au long de la semaine. On sent bien que l'exercice qui consiste à intégrer un durcissement monétaire supplémentaire face à une récession qui arrive ou qui se rapproche et qui pourrait être d'ailleurs assez synchronisé, est un exercice compliqué, évidemment, et qui n'est sans doute pas totalement abouti. On voit le marché obligataire qui a encore corrigé aujourd'hui avec un 10 ans américain qui a franchi les 3,50%, un seuil symbolique qui nous met le 10 ans américain au plus haut depuis des années maintenant. Et puis, on notera également sur le front des actions pas mal de volatilité, puisque la journée et la semaine avaient commencé dans le rouge vif en Europe et se terminent plutôt proche de l'équilibre, voire dans le terrain positif pour les grands indices actions en Europe. Vous aurez le détail dans un instant avec Alix Nguyen. Parmi les faits marquants de l'actualité des entreprises, les précisions sur l'introduction en bourse de Porsche qui pourra s'effectuer sans doute le 29 septembre prochain. C'est le calendrier qui a été prévu à ce stade avec une fourchette entre 76,50 € et 82,50 € pour les nouvelles actions Porsche qui seront émises, qui donne une valorisation entre 70 et 75 milliards d'euros, une des plus grosses introductions en bourse historiques en Europe qui se fera bien sûr sur le marché allemand et dans le contexte de marché qu'on connaît qui aura véritablement valeur de test global pour la communauté des investisseurs. Nous en parlerons avec nos invités de Planète Marché. Nous reviendrons également sur les conséquences de l'abandon de la fusion TF1-M6. Conséquences directes, les deux titres sont sous pression aujourd'hui. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque lundi désormais, nous retrouverons notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas pour notre quart d'heure américain à partir de 17h45. Et les marchés en Europe qui vont terminer cette première journée de la semaine dans le vert, contre toute attente. Après une ouverture compliquée ce matin, on fait le point avec vous, Alix Nguyen. Effectivement, Paris a nettement réduit ses pertes tout au long de cette séance. Oui, et ce, après être passé cet après-midi pour la première fois depuis le 14 juillet sous le seuil symbolique des 6000 points. Le marché dans son ensemble apparaît toujours aussi méfiant. Paris résiste cependant mieux que le DAX. À noter qu'aujourd'hui, à l'occasion des funérailles de la reine Elisabeth II, la bourse de Londres est fermée. Tokyo était également close ce matin pour la journée du respect aux personnes âgées. Grande prudence chez les investisseurs, effectivement, je le disais au démarrage d'une semaine qui sera intense en matière de décision de politique monétaire, à commencer par celle de la Réserve fédérale américaine. Et le marché se prépare à une troisième hausse des taux de 75 points de base d'affilée. Certains redoutent même une hausse de 100 points de base, ce qui n'est jamais arrivé depuis 1984. Et puis, indépendamment d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt, les investisseurs redoutent un abaissement des prévisions des entreprises après le retrait par FedEx de ses prévisions annuelles. Et puis, dans l'actualité des banques centrales, on peut retenir les déclarations et les messages de Luis de Guindos, le vice-président de la Banque centrale européenne. Et à l'occasion d'une conférence de presse à Madrid aujourd'hui, ce dernier a déclaré que le ralentissement de l'économie ne fera pas à lui seul baisser l'inflation. Il estime que d'autres hausses des taux seront nécessaires, indiquant que leur ampleur dépendra des statistiques. Et puis de son côté, la Bundesbank a signalé dans son rapport mensuel que les signes pointant vers une récession en Allemagne deviennent de plus en plus évidents. Et puis du côté des valeurs qui font l'actualité aujourd'hui, TF1, sa maison mère Bouygues et M6 sont pénalisés par l'abandon de la fusion. Les deux groupes de télévision ont annoncé renoncer à leur projet de fusion initié en mai 2021. Dans un communiqué, Bouygues évoque des concessions exigées par l'autorité de la concurrence telles que le projet ne présentait plus aucune logique industrielle.
Et puis un mot également des débuts très difficiles cette semaine pour Valneva. Oui, le groupe français et l'allemand IDT Biologica ont conclu un accord sur la fin de leur collaboration dans la production du vaccin contre le Covid-19 de Valneva. Décision prise du fait de la réduction du volume des commandes de la Commission européenne. Celle-ci conduit la biotech à suspendre sa production. En compensation, le laboratoire franco-autrichien va verser à l'allemand plus de 36 millions d'euros en numéraire et l'équivalent de 4,5 millions d'euros en matériel. Tendance, mon ami, 2 fois par jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen, les infos clés de marché en direct dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Xavier Deburen est avec nous, le directeur adjoint de la gestion d'Inocap Gestion. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Igor Demac d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes dirigeant associé de Vital Épargne et Eric Turgeman nous accompagne également ce soir. Bonsoir Eric. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur des gestions actions et convertibles d'Ophi Asset Management. Un mot de l'ambiance peut-être pour commencer. Eric, je le disais en introduction, l'exercice est difficile. Il faut que les investisseurs intègrent un durcissement monétaire, alors qui a commencé il y a quelques mois déjà, mais qui va se poursuivre, qui sera peut-être plus intense que ce qu'on imaginait encore sur le plan global. Et en même temps, il faut commencer à intégrer tous les risques sur la croissance qui commencent à s'accumuler, à savoir l'idée d'une récession, d'un slowdown, d'un ralentissement qui pourrait être d'ailleurs assez généralisé entre les grandes zones économiques, Chine, Europe, États-Unis. La grande image n'est pas engageante, on va dire. Alors, je crois que c'était Greenspan qui avait dit, si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je suis mal exprimé. Là, pour le coup, ils s'expriment très bien, les banquiers centraux. Depuis quelques mois, ils nous disent clairement, je vais lutter contre l'inflation, quoi qu'il en coûte. Donc, quoi qu'il en coûte a changé demain. Et en gros, ce qu'ils disent aussi, c'est que il faut une récession pour que finalement on arrête d'écoper tout ce qu'on avait inondé depuis 2008 maintenant, depuis une quinzaine d'années. Donc ça, c'est très très clair. Le problème, c'est que en temps normal, on peut plus ou moins lutter contre l'inflation quand c'est une inflation de demande. En refroidissant l'économie, les taux montent, vous pouvez moins vous endetter. Donc, là, le problème, c'est que c'est une inflation d'offres. Parce que ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ne vont pas stopper la guerre en Ukraine, stopper la hausse du gaz, du blé, etc. Donc c'est ça qui est compliqué. Effectivement, donc, vous avez les taux qui vont monter encore, en tout cas les taux courts. Les taux longs, normalement, ils viennent se poser sur le niveau terminal de hausse des taux courts. Si on lit, si on écoute, en théorie. Donc ça veut dire autour de 4 aux États-Unis. Ouf, moi je l'ai eu, je le vois déjà plus haut maintenant. Oui, non, mais sur les courbes des Fed Funds à terme, on est autour de 4. En Europe, moins que ça, mais un peu au-dessus de 2. Et puis les taux longs, normalement, viennent se poser là-dessus, sauf si vous considérez qu'en augmentant trop massivement les taux courts, vous allez engendrer une récession très forte. Et derrière, que les banques centrales seront amenées à rebaisser les taux. Parce que du 10 ans, c'est plusieurs fois du 3 mois. Quoi. Ouais. Voilà, donc les taux longs, ils sont normalement, si vous anticipez ça, un peu en dessous. Voilà. Dans le même temps, on révise en baisse la croissance, ce qui est normal, parce que vous avez les taux qui montent. Et puis l'inflation qui coûte aux ménages, qui pèse sur le pouvoir d'achat des ménages. Donc vous avez révision en baisse de la croissance, hausse des taux. Et pas encore, mais ça va venir, révision des profits. Parce que normalement, avec une croissance qui baisse, on ne voit pas comment les profits pourraient tenir. Ça fait un cocktail, effectivement, qui n'est pas très sympathique. Et à côté de ça, il y a une centrale nucléaire pas loin de chez nous qui peut exploser à tout moment. Donc, ça ne donne pas le moral. Mais je ne veux pas monopoliser la parole. Non, allez-y. On a un peu de temps, face, il y a des valorisations. Ouais. Et quelque part, la valorisation tient compte de ça. Sûr. Alors, jusqu'à quel point bon, heureusement, si les marchés étaient au même niveau que l'année dernière, c'est-à-dire si on était à 16 ou 17 fois les résultats en Europe, là, je dirais attention, avec les taux qui montent, les profits reviennent en baisse à 16 fois les bénéfices, sauf qui peut. Mais en réalité, les profits ne sont pas encore revus en baisse, malgré tout. Donc là, on peut dire que les chefs d'entreprise sont bornes, mais en tout cas, il n'y a pas encore de guidance dans ce sens. Les cours ont baissé, les profits ont même été revus en hausse par rapport au 1er janvier, revus en hausse.
Si on nous avait dit le 1er janvier qu'au mois de septembre, on réviserait en hausse les profits 2022 avec la guerre en Ukraine, les taux à 3,5% aux États-Unis et une croissance mondiale anticipée maintenant largement en dessous de 3 en 2023, on aurait dit c'est pas possible. C'est le cas. Voilà. Donc derrière, il y a une valorisation qui fait que ça peut laisser de la place soit à une remontée des taux, bon, pas si on va à 7 ou 8%, hein, là c'est clair que ça ne tiendra pas, soit une révision en baisse des profits. Quand on est à 11 fois les profits, vous révisez en baisse de 20%, vous êtes à 13 fois. Voilà, ce qui n'est pas complètement fou. Donc c'est pour ça que les marchés ne s'enfoncent pas non plus. Hein. Voilà. On n'a plus, sur ces niveaux de valorisation, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de capitulation, encore, à ce stade. À ce stade, parce qu'on anticipe. Enfin déjà, ça peut intégrer une révision en baisse des profits ou une montée des taux, ou les deux, mais alors après, ça dépend de combien. Si vous révisez en baisse de 50% les profits, alors là, on les paye 22 fois, donc là, il y a panique. Ou les taux ne s'arrêtent pas. Et voilà, la crainte peut être là. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'à ces niveaux de taux, si réellement on restait avec un 3,50 aux États-Unis et un 1,70 en Allemagne, enfin quelque chose comme ça. 80, Là, je serais pas inquiet si c'était ça. Le problème, c'est qu'on a l'impression que ce chemin, il n'est pas encore c'est pas stabilisé. Stabilisé. Un commentaire là sur cette situation globale qu'on décrit tous les jours, donc on n'est pas obligé effectivement de faire la liste des mauvaises nouvelles à chaque fois, mais l'idée quand même déjà d'un resserrement monétaire global. Là, il y a un papier du Peterson Institute qui le soulève. L'idée est simple, c'est chaque banque centrale a de bonnes raisons intrinsèques de monter ses taux, ou en tout cas trouve des raisons naturelles de monter ses taux aujourd'hui, sauf que le faire tous en même temps avec des mouvements de hausse de taux qui deviennent majoritairement de 75 points de base, ça prend quand même une dimension mondiale avec des effets démultiplicateurs. Tout le monde ne l'a pas fait en même temps. Les premiers à l'avoir fait, pas les États-Unis, je crois que le Canada l'a fait avant, mais l'Angleterre a commencé en décembre 2021. Mais nous, on est toujours un peu en retard, sauf qu'on est moins en retard que d'habitude. Sauf que ce qui est signalé est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des différentiels de taux trop importants, parce qu'on voit que ça joue sur la parité de sa propre monnaie. Et évidemment, nous, avec notre euro faible, à un moment où toutes les matières premières qui sont dollarisées sont chères, c'est un gros désavantage. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, une situation d'anormalité du coût de l'argent pendant les 15 dernières années, disons 20, est en train de se corriger. Et après, c'est la vitesse de la correction. Et puis sur l'environnement économique, je crois que l'idée d'une récession n'est plus un débat. Alors en revanche, elle n'est pas encore synchronisée parce que les perspectives pour la Chine et les États-Unis sont quand même positives l'année prochaine. Ce qui est plus problématique, c'est que c'est la zone Europe qui, elle, va rentrer en récession. Elle y est déjà. On va attendre les chiffres. Et l'idée, c'est pas tellement qu'il y ait une récession, c'est combien de temps elle dure et quelle est sa dureté, quelle est son ampleur, la profondeur. Et la vraie profondeur d'une récession, quand elle attaque vraiment le système socio-économique, c'est le chômage, c'est la perte de revenus disponibles. Pour l'instant, on n'a pas ces deux éléments, puisqu'on a des boucliers de toutes sortes, mais c'est ça qui est dangereux, c'est qu'effectivement, après, il y a une mécanique qui fait qu'on s'oriente vers une récession plus dure. Et du point de vue du sentiment de marché, aujourd'hui, il n'y a pas de crainte de crack, puisque les risques sont tous sur la table. On les a tous cités, on a cette hausse de taux. Donc je dirais que du point de vue d'un investisseur ou d'un épargnant, le plus gros risque, c'est 2008, c'est 2000, c'est les années 30. Enfin, je schématise, mais on sait que les marchés, après, reprennent avec le cycle économique, que le cycle économique capitaliste, c'est des phases d'expansion et des phases de récession. Le plus dangereux, c'est le gros scénario catastrophe. Bon, là, on ne sait pas trop. Tout le monde marche sur des œufs. Non, mais immobilier américain, on voit immobilier chinois, ça a provoqué des vagues. Immobilier américain, le moment Lehman dans l'électricité en Europe, on essaye d'évacuer, d'éviter ce genre de risque aujourd'hui. Toutes les bulles de valorisation sont en train, une à une, d'être touchées, plus ou moins fortement par la hausse des taux. La tech, on en reparlera. L'immobilier, c'est très clair. La distribution de crédit s'est arrêtée en France. Donc, on peut dire que les assets prime à Paris vont continuer à être achetés par des grands investisseurs. Le gros du marché va se stabiliser. Et c'est aussi vrai pour d'autres classes d'actifs, certaines actions. Mais on y reviendra. Dans le marché action, il y a aussi des valeurs qui se payent 4 fois le PE, 0,2 fois la valeur d'entreprise, enfin les bidas. On a tiré un trait sur l'avenir de ces sociétés-là. Voilà, mais ça, c'est assez normal. Le marché, il fonctionne assez bien. C'est-à-dire qu'il va, comme un pendule, avant de s'arrêter, il va toujours plus loin. Donc après, c'est ce que disait mon confrère. Où on s'arrête. Et c'est un peu cette zone. Et à mon avis, elle tombe assez mal parce que c'est l'hiver qui va faire froid et qu'on va peut-être avoir moins de chauffage. Donc c'est vrai que c'est un peu angoissant pour l'investisseur aujourd'hui. Un commentaire général, Xavier? Non, je suis tout à fait en phase avec ce qui est dit. Il y a peut-être une lueur d'espoir. On peut espérer que le chemin de la Fed est un peu fléché, de se dire qu'on va atteindre le haut des taux
dans la première partie de l'année prochaine. Donc ça voudrait dire qu'on a fait une très grande partie du chemin du resserrement monétaire aux États-Unis. Quand on sait que les marchés américains lead quand même la performance des marchés européens, on peut quand même essayer de se dire qu'effectivement, si on arrive à un moment où les taux ne progressent plus et qu'on est sur un plateau, voire qu'on peut anticiper une baisse, ce serait normalement un signal assez positif pour les marchés risqués. Donc il faut voir ça. Il y a des éléments contradictoires. On a aussi, ça a été évoqué, des entreprises qui pour l'instant ne voient pas de ralentissement de la demande. Il y en a une qui voit un ralentissement qui s'appelle FedEx et qui nous dit depuis plusieurs semaines, toutes les données qui remontent du terrain sont mauvaises. Ne vous y trompez pas, et c'est partout dans le monde. Et on y va. Je caricature à peine les propos du patron de FedEx vendredi dernier. On en aura bien sans doute des aperçus lors des publications du troisième trimestre. Ça c'est clair. Moi j'ai encore fait à la rentrée. Il y a beaucoup de rencontres de sociétés qui se passent. Pour l'instant, sur les grandes entreprises qui sont géographiquement très bien diversifiées, qui bénéficient d'un taux de change qui est favorable, etc., et qui sont assez bien balancées, pour l'instant, le discours est de se dire, voilà. Après, il y a des cas précis sur, évidemment, des entreprises qui sont très dépendants, notamment de la consommation des ménages. Là, on voit effectivement un coup d'arrêt qui est assez important. Mais je pense que ce qui est important, c'est de se dire, voilà, où est-ce qu'on en est dans ce chemin de resserrement monétaire ? En même temps, ça a été dit, on est face à une exagération, une aberration d'abondance de liquidités dans le marché depuis 15 ans. On revient à des fondamentaux macroéconomiques qui sont normaux. Donc il faut se remettre à avoir une lecture normale, que les marchés aussi n'aillent pas que dans un sens, avec toujours les mêmes valeurs, etc. Et qu'on revient sans doute encore plus à cette sélection de valeurs qui va être extrêmement importante. Et pour vous, du point de vue du resserrement monétaire global, on est encore dans la correction des excès du passé, ou est-ce qu'on est déjà peut-être en train de franchir une étape qui serait celle d'un durcissement trop important par rapport à ce que l'économie mondiale peut encaisser aujourd'hui, c'est-à-dire rajouter de la douleur là où les choses sont déjà quand même très compliquées aujourd'hui. C'est toute la question, c'est sans doute ce que le marché nous dit aujourd'hui, mais je suis tout à fait d'accord qu'il y a des cordes de rappel, notamment sur la valorisation, sur des rendements, etc., qui semblent aujourd'hui assez attractifs. Donc, et puis vous êtes quand même aussi, il y a un consensus qui est assez négatif, voire très noir aujourd'hui. Bon, peut-être d'être de contrariant, c'est sans doute là où on peut faire aussi saisir des bonnes opportunités. Je peux bien sûr un mot sur FedEx. Alors voilà, ma question c'est, ça nous dit quoi FedEx ? Est-ce que c'est FedEx spécifique ou est-ce qu'il faut en tirer un enseignement un peu global macro ? Justement, global macro. On a une crise qui touche, alors notamment avec l'inflation, la hausse du gaz, du pétrole, etc., qui touche pas mal de monde. Mais il y a 8 milliards d'habitants sur la planète et les 8 milliards d'habitants ne sont pas touchés de la même manière. Les entreprises du CAC 40 ou l'Eurostock 50, je vais être très cynique, mais ce qui se passe sur les 8 milliards d'habitants, elles n'en ont rien à faire. Ce qui compte pour elles, c'est leur clientèle. Et plus vous avez une clientèle à gros pouvoir d'achat, moins vous êtes sensible. Ferrari, je peux vous dire que le prix du gaz, il peut passer à 3 000 € par mois. Ceux qui achètent une Ferrari, ils continueront à acheter une Ferrari. Puis si on descend, alors Hermès, c'est peut-être un peu moins vrai, mais c'est quand même vrai. Et puis vous descendez. Le problème de FedEx, ou d'ailleurs de Walmart ou de Carrefour, c'est qu'ils ont une clientèle beaucoup plus large. Et donc, à un moment donné, vous touchez des clients qui commencent à être impactés par la hausse du gaz et du pétrole. Et c'est pour ça qu'on se dit, mais comment ça se fait que les entreprises du CAC 40 ou de l'Eurostock 50 ne révisent pas en baisse ? C'est parce que globalement, leur clientèle n'est pas encore complètement étranglée par ce qui se passe. Donc, il ne faut pas généraliser ce qui se passe sur FedEx à l'ensemble des sociétés, en tout cas, des gros indices, parce que nous on parle de quoi ? On parle du CAC 40, de l'Eurostock 50. Autrement dit, on pourrait avoir une conjoncture qui se dégrade, un tissu malheureusement industriel français, enfin une conjoncture économique qui se dégrade, mais les grosses multinationales en plus qui ne vendent pas qu'en France ou en Europe, ils ne seront pas aussi touchés.
Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément relier... C'est compliqué parce que c'est quand même un avertissement macro très important. On parle de la classe moyenne mondiale derrière FedEx. Et en même temps, effectivement, des entreprises, alors vous avez cité Ferrari, mais tout le luxe côté à Paris n'est pas encore affecté par... J'exagère volontairement. Bien sûr. Mais parce que Ferrari a 11 000 clients, alors après... mais Stellantis, ils n'ont pas forcément 8 milliards de clients non plus. Donc vous voyez, donc faut voir à quel niveau on est touché. On sera touché, les entreprises sont touchées. Mais il faut bien voir que les plus grands profit warnings, ils seront faits par des entreprises qui ont une clientèle très très large et qui, à un moment donné, sont étranglées par ce qui se passe. Très clair. Je crois quand même qu'on va avoir un petit peu de profit warning, parce que qui dit récession macro se traduit forcément microéconomiquement, et même dans un secteur comme les banques, il est possible que le coût du risque monte un peu plus que prévu, même si, globalement, les banques, on y reviendra, c'est un des secteurs qui profite le plus de la hausse des taux aujourd'hui, qui est peu cher, etc. Banque et assurance. Oui, banque et assurance. Mais les assureurs, ils ont aussi un bilan à gérer. Donc, c'est plus compliqué de gérer un bilan quand les taux montent, surtout qu'ils sont très obligatarisés dans leur gestion d'actifs. Mais je pense qu'on va quand même avoir des profit warnings, mais tout est une question d'anticipation et de valorisation. Un profit warning, parfois, ça fait monter une valeur, parce qu'on a la nouvelle, qu'on attend depuis tant de temps. Il n'est peut-être pas si grave que ça. Puis le profit warning, c'est le passé. C'est surtout le discours sur le futur. Et là où FedEx a un petit peu déçu, c'est que c'est volume decline in every segment around the world. Et il n'a pas dit que ça allait se terminer. Donc c'est un peu ça qui est angoissant pour l'investisseur. C'est le futur, le passé. Bon, voilà, on fait les comptes. Je crois que c'est vrai que la classe moyenne, je ne sais même pas si on peut dire encore la classe moyenne, la classe médiane aujourd'hui, elle va souffrir beaucoup plus, d'où d'ailleurs les thématiques qu'on voit ressurgir sur les jets privés, les produits luxe, qui pourront un jour ou pas contaminer peut-être ces secteurs, ces valeurs très phares de la cote, qui étaient les valeurs de la tech, les valeurs du luxe, où on se disait un mode de consommation de loisirs ultra luxueux, peut-être que la sobriété va s'imposer aussi dans la bourse. Ce qu'on voit comment dire... Ce qu'on voit dans le débat public autour du symbole des jets privés, ça peut se retrouver à un moment dans des primes de valorisation pour des groupes spécifiques au niveau mondial, qui adressent une clientèle je pense que c'est un débat très franco-français et globalement le débat français autour du marché action et de la bourse catastrophique depuis des années. C'est-à-dire qu'on trouve que c'est un casino. Non, mais l'idée française est que la bourse est un truc de bandits qui jouent au casino, ce qui n'est pas du tout vrai quand on voit... il y a beaucoup de jeunes investisseurs qui s'interrogent justement sur la manière d'utiliser la bourse pour des objectifs de vie. Mais la vision de la bourse est assez mauvaise. Par la retraite, Je voudrais quand même apporter quelques éléments un peu favorables aux entreprises aujourd'hui dans le discours des entreprises, notamment sur tout ce qui est supply chain, sur tout ce qui est prix des intrants. Et alors, il y a certaines entreprises qui disent qu'ils ne voient pas de ralentissement de la demande. Par contre, il y a quand même un point assez général, c'est que les entreprises aujourd'hui profitent de prix, notamment de matières premières, comme l'acier, comme un certain nombre de matières premières importantes qui peuvent rentrer dans les coûts de fabrication de façon assez significative et qui sont en train de baisser, pas se normaliser, mais qui sont en train de baisser. Le pétrole a baissé déjà. C'est des éléments. Le gaz, mine de rien, ça a rebaissé. L'acier, ça voilà. fait des mois que certaines matières premières baissent. C'est des éléments qui sont favorables. Je rajouterais aussi un élément, c'est sur toute la supply chain, toutes les contraintes qu'on pouvait avoir sur le semi-conducteur. Le président de Valeo disait qu'aujourd'hui, le secteur automobile a tous les semi-conducteurs nécessaires pour faire leur production qu'ils avaient anticipé, qui a été révisée, mais qui est anticipée pour la deuxième partie de l'année. Donc il y a pas mal d'éléments favorables. Le transport, on a vu les taux du fret qu'on baissait, etc. Donc il y a quand même... L'inflation, ça a été dit au départ, qui n'était pas sur des contraintes intrinsèques et économiques, mais plus sur des contraintes d'offres. En train de s'estomper. Et ça, c'est des éléments qui vont jouer favorablement. Donc là, quand je disais tout à l'heure... On a beaucoup entendu quand les matières premières montaient, on entend un peu moins, je trouve. Voilà, dans le discours, c'est quand même mis en avant. Donc on peut, en disant que le parcours de la Fed est fléché et qu'on a une normalisation, l'inflation va rester élevée, mais si ça se normalise et qu'on gomme un petit peu tous ces excès, ça doit aider les contraintes de supply, etc. Donc ça, c'est un élément qui me semble favorable et sur lequel il faut tenir compte. Et donc, Xavier, les résultats du troisième trimestre, parce que ça fait déjà quelques trimestres qu'on se dit à chaque fois, oulala, la prochaine série de publications, ce sera sans doute mauvais, ça y est, on va voir enfin refléter dans les marges le squeeze, prix des intrants, plus début de baisse de la demande. Est-ce que ça y est, c'est dans ce troisième trimestre et
Est-ce qu'on va avoir un phénomène un peu de moment de vérité de ce point de vue-là, ou est-ce qu'il y a encore une capacité d'adaptation des entreprises qui profitent en plus d'une forme de détente quand même sur certains problèmes d'offres qui ont... Il va falloir être très sélectif, c'est ce qu'on voit. On commence à avoir des premiers profit warnings qui sont assez importants. Il y a d'autres sociétés qui ont un discours plutôt favorable. Bon, il y a un moment où on devrait commencer à avoir des squeezes de marge parce que le premier trimestre et le deuxième trimestre, vous l'aviez dit, on anticipait des publications un petit peu compliquées. Il y a eu pas mal d'effets d'anticipation de stockage par rapport justement à cette inflation qu'on a dû certainement. La demande était très bonne encore. Hein. On n'a pas eu les premières conséquences de la demande. Donc effectivement sur le T3, mais tout l'enjeu va être le discours, parce que le T3, bon, c'est des trimestres qui sont faits, et ça va être les perspectives. Pour la fin de l'année, c'est pas grave, l'année est faite, mais pour 2023, est-ce qu'il y a assez de visibilité pour que les entreprises puissent tracer une route? Eric? Oui, vous pensez il y a trop de choses. Il faudrait 2 heures, donc je vais rebondir sur vos combats. Alors, dans l'ordre, vous avez interpellé Igor sur les jets privés. Il faut se souvenir qu'il n'y a pas longtemps, en Chine, c'était la honte à celui qui a un portefeuille de cuir tout. On a oublié. Hein. Le flacon de cognac, le stylo Mont Blanc, tout ça, c'était à bannir. On n'en parle plus du tout. Oui, on n'en parle plus, mais ils sont confinés maintenant. Ils sont confinés, mais ceux qui ne sont pas confinés continuent. Bon, donc attention à ça. Après, oui, deuxième point. Les comportements de consommation peuvent changer quand même vis-à-vis de ces signes. D'accord, ces produits statutaires, non? Je ne crois pas. Et puis encore une fois, ça touche tellement. Enfin, c'est une histoire de Ferrari, quoi, tellement peu de monde que je ne suis pas sûr que Hermès soit touché par le fait qu'il faut plus se promener avec. Pour autant, moi, je n'étais pas un pro Hermès en bourse. Je croyais que c'était trop cher. Hein. Non, je suis venu même sur ce plateau dire à un moment donné, à 60 fois les bénéfices, j'ai du mal. Bon. Entre-temps, ça a baissé. Deuxième point sur les banques. Évidemment, le coût du risque va augmenter. Ça, c'est évident. Mais quand on paye 0,3 fois la boucle, si on paye 0,3 fois la boucle, c'est qu'il faut que ça se dégrade sacrément. Enfin, c'est qu'à un moment donné, il faut des pertes. Sinon, vous ne payez pas 0,3 fois la boucle. Donc, on valorise les banques à 30% de la valeur de leurs actifs réels, pour dire les choses tangibles. Certaines. Donc, pour faire ça, il faut considérer qu'il va y avoir des pertes. Sinon, ça n'a pas de sens. Oui. Donc, le coût du risque, oui, il va augmenter, mais de combien faut-il qu'il augmente pour justifier ça? C'est pour ça que je dis à un moment donné, tout a un prix. Et je regardais l'année dernière, à la même époque, sur le même plateau, j'avais dû dire la chose suivante. Je suis effaré par certains cours de bourse parce que sur le CAC 40, il y a le tiers du CAC 40, donc 13 valeurs qui dépassent 25 fois les bénéfices. Alors, Dassault Systèmes, Hermès, LVMH, etc. 13 fois, 13 valeurs. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 3 qui dépassent 25. À peu près les mêmes, mais il n'y en a plus que 3. Inversement, il y a 13 valeurs qui se payent moins de 10 fois les bénéfices. Alors évidemment, hein, les usual suspects, les banques, l'automobile, l'auto, Stellantis, Renault, etc. Quelque part, la valo, ça veut dire quelque chose. Alors on va dire, oui, ça va moins bien. Évidemment que ça va moins bien. Ça veut dire d'autant plus quelque chose que les taux sont en train de se normaliser, donc les valos sont plus justes. En plus. Mais, heureusement, je ne vais pas dire ça, mais si ça n'allait pas moins bien, alors on n'aurait pas ça. Donc quelque part, personne ne peut vous dire, youpla boum, tout va bien, alors que les taux montent, que la récession pointe, et qu'il y a une centrale nucléaire qui peut exploser à tout moment. Tu parles de la centrale de Trigastin ou centrale ailleurs? Mais voilà, personne ne peut dire que ça va bien. Mais après, tout a un prix dans les deux sens. C'est-à-dire que l'année dernière, tout allait bien. C'était pas une raison pour payer 60 fois les bénéfices. C'est le moment de défendre un peu les actions européennes ou pas? Alors, puisqu'on parle des actions européennes, je rappelle que le dollar est à parité et que pour beaucoup de sociétés européennes, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est ça aussi qui permet de maintenir des profits, pas pour toutes, mais enfin pour pas mal d'entre elles. Oui, je dis qu'à un moment donné... alors, on ne peut pas dire acheter massivement avec toutes les interrogations qu'il y a et en pleine guerre à quelques kilomètres de chez nous. Non. Mais d'ici à dire il faut sortir massivement et n'en ayez pas, je trouve que ça sera... je n'irai pas conseiller à quelqu'un... De vendre aujourd'hui. Ce qu'on appelle vulgairement shorter le marché. C'est très dangereux de faire ça. Je n'irai pas conseiller ça. TF1 M6 pour avancer un peu dans la discussion. Dans les secteurs sinistrés à fort rendement qui n'ont pas attiré les investisseurs depuis des années, les médias, les broadcasters, les diffuseurs traditionnels en font partie. Après, sur le débat même du rapprochement, quand l'autorité de la concurrence, c'est fait pour quoi? C'est fait pour favoriser la concurrence. Donc dans ce deal, dans cette transaction, la concurrence, on la réduit. Donc on protège le consommateur. C'est plus favorable, je trouve... la situation post-abandon est plus favorable à M6 qui reste une cible, alors que TF1 est plutôt
plutôt un acquéreur naturel. Et puis les actionnariats sont différents. Il y a la famille Bouygues et puis il y a RTL. Globalement, on regarde si on fait les secteurs les moins bien valorisés. Il y a les banques autour de 4-5 fois le PE. Enfin, allez, disons de 4 à 6 fois le PE. Il y a les banques, il y a les médias, il y a les matières premières, les métaux. Et puis il y a le pétrole. Mais le pétrole, c'est parce que les résultats sont très élevés. Et donc, vous voyez, il y a et l'automobile. Et donc, c'est vrai que dans ces secteurs, moi, j'ai envie de dire, si vous avez un petit peu d'argent, c'est dans ces moments-là qu'il faut les acheter, parce qu'on ne les achète pas quand c'est à 60 fois. Et le marché, il fait quand même le travail. Il y a un débat sur l'automobile, on va parler avec Porsche sur l'électrification, ça c'est sûr. Il y a un vrai changement structurel, industriel, donc c'est normal qu'il y ait des incertitudes et qu'il y ait un impact sur la valorisation. Mais ce sont des sociétés qui ne sont pas endettées. Quand on regarde le bilan Stellantis-Renault, on paye ça, mais il y a les multiples. Moi, je vois des 0, et après, il y a, enfin, c'est vraiment pour moi un cas d'investissement long terme. Alors, et après, sur les médias, TF1, M6, c'est pas forcément dead money, vous dites là. Ça fait des années qu'on dit qu'ils vont mourir. Hein. Ça fait des années qu'on dit que TF1, M6 vont mourir. Ils sont toujours là. Alors, ils sont concurrencés. Vous voyez qu'à côté, tout le monde se concurrence aussi. Hein. Les Netflix avec les Apple, Disney, avec Disney. etc. Bien sûr. Bon, c'est vrai que c'est un business qui n'est pas en croissance. Il y a de la diversification. Il y avait un cas pour effectivement concentrer un peu plus les coûts, notamment la régie. Bon. C'est une opportunité ratée. Alors, pas sur le plan de la concurrence, parce que Benoît Curé défend effectivement strictement le périmètre de la concurrence. Non, mais ça va bouger. Mais sur le plan de la politique industrielle, il y a une opportunité manquée. Bien, les médias, c'est obligatoirement un secteur qui doit bouger avec le mode de consommation, les plateformes, l'impératif de production. Mais quand on voit toutes les petites sociétés de production en dehors des gros TF1 Canal qui se sont montés, on parle de Banijay ou de Federation Entertainment, ça veut quand même dire qu'ils ont un peu raté. Enfin, ils se sont fait prendre des parts de marché. Donc, je pense que ça reste un secteur très intéressant, pas cher, avec du cash, qui verse des dividendes entre 7 et 11%, les deux valeurs. Donc, c'est vrai que à TF1, au cours de bourse, c'est un petit peu un mal-aimé de la cote depuis très longtemps, mais TF1 est toujours là. Il faut préciser une chose aussi, c'est qu'il faut aller vite, parce qu'en mars, il y a les autorités françaises qui vont réallouer les fréquences, et ça implique une chose importante, c'est que l'actionnariat ne bouge plus pour les 5 prochaines années. Donc autant M6, effectivement, RTL est vendeur, donc ça, une solution sera trouvée. Pour TF1, ça complique un petit peu l'histoire, parce qu'il va falloir dégainer très vite, ou alors aller chercher en dehors de France un partenariat. C'est ça le risque de cette décision, c'est de faire que nos actifs médias partent ailleurs, potentiellement. Oui. Enfin, en minorité. On verra. Non, mais j'entends bien. Ouais. Bon. On a laissé partir Arcelor à l'époque. Et Bouygues a été très clair sur le fait que TF1 ne restera pas en l'état. Donc tout est ouvert. Bon, on suivra ça. En tout cas, les deux titres sont pénalisés aujourd'hui. Revenons peut-être au secteur automobile, qui a déjà été évoqué plusieurs fois dans les exemples et dans la discussion depuis qu'elle a commencé. Xavier, Porsche, qu'est-ce que vous retenez alors des paramètres de l'introduction en bourse qui ont été un peu précisés encore aujourd'hui par la maison mère Volkswagen? La capitalisation boursière est déjà un chiffre important qui met quasiment Porsche au niveau de la valorisation de Volkswagen aujourd'hui. 87 milliards pour Volkswagen. Voilà. C'est ça. Et puis, si on en parlait dans le secteur automobile, entre Renault et Ferrari, où sera Porsche? Où est-ce que le marché mettra Porsche? Alors plusieurs éléments. Effectivement, en valeur d'entreprise, c'est des montants qui sont très importants. Si on regarde en détail la façon dont va être opérée l'introduction en bourse, finalement, il n'y a que 12,5% du capital qui va être introduit. Donc c'est l'équivalent de, on va dire, 9 milliards sur les niveaux de valorisation. Sur ces 9 milliards, il y a déjà 4 milliards qui ont été garantis, entre guillemets, à 4 institutionnels. Il y a 3 fonds, il y a le Qatar, Abu Dhabi et le fonds norvégien. Donc il reste 3 finalement, dans le flottant, 5 milliards. 5 milliards, c'est moins que le flottant de Renault. C'est pour donner, c'est vraiment pour être précis sur la nature de l'opération. C'est pas une opération grand public, vous dites? Il y a beaucoup d'intérêt parce que c'est sûr que Porsche a un très bon mix géographique. En gros, c'est un tiers aux États-Unis, un tiers en Europe, un tiers en Asie. Ils ont un très bon mix produit avec plus de 50% sur les SUV. C'est une société qui exécute très bien d'un point de vue industriel, d'un point de vue opérationnel, qui a des marges qui sont très bonnes.
ça génère du cash. Ils sont sur un positionnement de marché. Les voitures de luxe, c'est un marché qui croît, qui fait 3 fois la croissance du marché mass market, quand il y a de la croissance sur le marché mass market. Mais, donc c'est un positionnement, je dirais que sur l'exécution, il n'y a pas tellement de problématiques. La valorisation, on est tombé sur ces niveaux qui étaient en gros qui était la valorisation moyenne de tous les analystes. Il y a quelques sujets d'un point de vue RSE, et notamment sur la gouvernance, parce qu'on a des intérêts croisés qui sont difficiles à lire et qui ne sont pas géniales pour l'actionnaire minoritaire. Déjà, l'actionnaire minoritaire, sur les actions qu'il va pouvoir acheter, il n'y a pas de droit de vote. Donc déjà, on peut se poser la question en tant qu'actionnaire minoritaire. Et ensuite, vous avez le CIO de Porsche, qui est aussi le CIO de Volkswagen. Donc, pour des gens qui voulaient que Porsche soit parfaitement indépendant, voilà, tout ça est assez c'est une opération pour les familles Piche et Porsche avant tout, on peut le dire comme ça. On peut se poser la question, quand vous avez plus que 5 milliards d'euros de flottant, pourquoi ils n'ont pas fait une opération privée? C'est-à-dire se dire, voilà, si c'est pour faire rentrer du cash chez Volkswagen, c'est pas très compliqué, je pense, pour un actif de cette qualité, de trouver 5 milliards d'actionnaires potentiels en dehors du marché. Mais voilà, donc il y a la structure du deal n'est pas simple, la qualité de l'actif est réelle. Sur le positionnement maintenant, entre Renault et Ferrari, je mettrais plutôt Porsche entre Mercedes, BM et Ferrari. Renault, c'est un petit peu, clairement un extrême. Après, on l'a évoqué, Ferrari, c'est 10 000 voitures par an, Porsche, c'est 30 000. Ferrari, c'est 25% de marge d'EBIT, Porsche, c'est 17%. Donc voilà, c'est pas les mêmes, sociétés, c'est pas la même exclusivité. Ferrari choisit ses clients, Ferrari impose ses prix. On a un prix moyen d'une Ferrari, c'est 300 000 euros, c'est 100 000 chez Porsche. Donc il y a pas mal de différences. C'est aussi pour ça que ça ne doit pas se payer le même prix. Aujourd'hui, Ferrari, c'est quasiment 30 fois le PE. La valorisation de Porsche va sortir à 15 fois. Et Mercedes à 5 fois. Donc voilà, il va voir. C'est bien si ça donne la gradation quand même de ce que le marché valorise. Mais c'est bien dans toute la chaîne de valeur entre guillemets, etc. Je pense que Porsche est bien situé entre Mercedes et Ferrari. Igor, c'est la question qui peut poser problème, mais c'est une question un peu vraie pour toute l'industrie, c'est l'électrification. Et est-ce qu'une voiture de sport, de luxe, peut aussi attirer en étant tout électrique dans 5, 10, 15 ans? Ça, on n'a pas la réponse. Aujourd'hui, les gens qui achètent ces voitures, pour la plupart, ont connu le thermique, connaissent le thermique et apprécient ces voitures pour ça, parce que c'est aussi le moteur le plus efficace, le plus efficient pour l'instant, même si on électrise pour ne pas avoir, évidemment, le surcoût, la taxe, etc. Mais il y a aussi un débat sur la technologie de l'électrique, ce qui aujourd'hui est quand même assez, pas naissant, mais on n'a pas le même recul que sur le thermique. Donc ça, c'est des questions un peu plus long terme qui vont peut-être pas jouer sur l'opération, qui a l'air assez bien fléchée, qui sera positionnée, à mon avis, en valo là où ça doit être, parce qu'on a beaucoup de référents. Après, c'est vrai que moi, je suis plutôt Stellantis que Renault, mais je pense que dans l'automobile, il y a de la valeur. Je veux dire, un actif industriel qui produit en grand nombre sur des plateformes mondiales ce genre de biens, c'est unique. Il n'y en a pas beaucoup d'industries. Il y a les semis, mais c'est pour ça que ça ne peut pas valoir ce prix-là. Il y a un point d'interrogation sur l'utilisation des véhicules électriques, mais il se peut que dans 20 ou 30 ans, on revienne au thermique aussi. Il se peut. Non, mais aujourd'hui, quand on découvrira le coût de traitement d'une batterie, de toute la chaîne, là aujourd'hui, on ne peut pas le connaître. Il n'y a pas d'utilisation de masse de l'électrique. Donc, là, il y a quand même, c'est bien balisé, réglementairement parlant. Mais je reviens sur le comportement du consommateur. Vous connaissez bien le monde automobile. Pour un Porschiste ou pour un Ferrariste, il y en a qui sont les deux. Alors, fortiori ceux qui sont les deux. Le bruit du moteur thermique et l'efficience du moteur thermique, quand on achète une voiture, ça reste un facteur clé déterminant, ou est-ce que ce consommateur-là, il se satisfera aussi d'un modèle électrique d'ici 10 ans, Après, ça va vite venir. Génération, je veux dire, ceux qui n'auront pas beaucoup connu le thermique, entre guillemets. Il n'y a pas de risque de dégradation de la valorisation de ces groupes le jour où ils seront électriques, où leur modèle ou leur gamme sera complètement. Il y a une question sur la rémanence, je dirais la capacité de vieillir d'un modèle électrique.
Je vais m'arrêter là parce je comprends. un peu. Et ça, on la connaît Mais pas c'est encore. important pour ces voitures-là qui ont un marché secondaire important, j'imagine peut-être. Le secondaire va être encore plus important si on a des problématiques d'approvisionnement, ce qu'on voit sur Ferrari par exemple. Mais on n'a pas de réponse sur la viabilité des modèles électriques à terme, sur le coût de remplacement, d'entretien. Eric. Ferrari, je reviens dessus, c'est 11 000 clients. Donc ne vous inquiétez pas, s'il y en a 11 000 qui n'aiment pas le bruit de l'électrique et qui sont nostalgiques de l'atmosphérique, on va en trouver 11 000 autres. Donc, et sur Ferrari, je me demande pourquoi leur marge est si faible. Même à combien? C'est quoi, 30-40% de marge? 25%, mais ils ont seulement 25%. Mais ils peuvent monter à 40 de toute manière. Oui. Le bon exemple, c'est le Puro Sangue, le SUV qui a été lancé il y a une dizaine de jours. Ils ont attendu d'avoir des remontées de carnet de commandes pour fixer le prix. Donc ça montre bien le pouvoir de fixation de prix. Et je rajouterais que Ferrari... Surtout un modèle qui est complètement anti-écologique, parce que c'est un SUV purement thermique. Et je rajouterais une chose, c'est que Ferrari, d'ailleurs, dans sa transformation électrique, en 2030, continuera à 25%, je crois, à continuer à fabriquer du thermique. Donc ce sera peut-être pour des circuits et des choses comme ça, mais ça reste Ferrari avec des moteurs thermiques. Et également, Ferrari, je crois, une équipe de 50 personnes qui travaillent sur le bruit de leur voiture électrique, en disant, voilà, ce sera... aussi reconnaissable qu'un bruit de c'est bien moteur ça thermique fait partie Ferrari. de la désirabilité d'une Ferrari. Et ils prennent ça très, très au sérieux. J'imagine. C'est bizarre d'ailleurs de vouloir du bruit comme ça. Mais il faut faire un barbel, il faut acheter Ferrari ou Porsche et Stellantis ou Renault, comme ça on fait... Avec 10% de rendement. Voilà. Mais la Valo... avec 20% de free cash flow yield, pas de dette, donc... Bon, oui, ça fait peut-être pas rêver quand on regarde les modèles, mais nous, en tant qu'investisseurs, on est là pour acheter des sous-jacents qui fonctionnent et puis qui ont des marqueurs opérationnels et financiers. Bon, il nous reste 1 minute chacun. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a toujours quelque chose à faire. L'ambiance est compliquée. Elle n'est pas porteuse pour la prise de risque aujourd'hui sur les marchés. Est-ce qu'il y a quand même des choses à faire intelligentes, pertinentes? Alors, avec des horizons de temps, à vous de les définir d'ailleurs. Igor. Non, nous, on utilise pour nos clients en ce moment les produits structurés qui sont... une façon de vendre une couverture de risque. Moi, je pense qu'il faut garder du cash parce que dans ces moments-là, c'est là où on peut saisir des bonnes opportunités. Et puis, un peu d'action dans les secteurs qu'on a cités, parce que c'est intéressant. Et puis, là, je vais faire un petit peu de pub pour les banques, mais comme j'achète des actions des banques, je me fais plaisir à moi-même. Mais c'est vrai qu'on revoit des propositions sur des taux courts, des comptes à terme à 2-3%. Donc ça veut dire que tout ça, ça les solvabilise et que les clients sont en train de revenir un peu vers ce type de produit. Alors, c'est un peu au détriment d'autres produits de placement, mais je trouve que c'est quand même un bon signe que les banques maintenant soient assez offensives là-dessus, parce que ça veut dire qu'elles vont se recréer des marges d'intérêt et des marges de taux. Et c'est mieux pour le système, parce que les taux bas, c'était catastrophique, à mon sens. Bon, pour l'instant, en plus, elles profitent encore d'un régime ultra favorable, avec des taux qui ne sont plus négatifs, mais par contre, elles ont le droit de déposer chaque soir la BCE rémunérée à 75 points de base. Pour l'instant, le système a été maintenu tel quel de ce point de vue-là. Eric, qu'est-ce qu'il y a à faire de pertinent en matière d'investissement aujourd'hui? Si vous croyez que les taux d'intérêt vont monter à 6 ou 7%, rien. Vous mettez tout en monétaire, vous attendez que ça se passe, vous attendez que les taux remontent à 7 pour placer, que les actions perdent 50% et là vous rentrez. Si vous pensez qu'on n'est pas forcément loin d'un pic, on disait les taux courts en mars, quelque chose comme ça, alors il y a quand même maintenant du rendement, ce qui n'était pas le cas il y a encore un an. Je rappelle quand même qu'on a acheté du moins 0,5. C'est plus le cas. Et puis que sur les actions, comme moi je ne crois pas effectivement, je crois pas au scénario du 6 ou 7% sur le taux, voilà, il y a de la valeur. Alors Igor et moi on aime bien les valeurs qui ont de la valeur, mais il y a de la valeur, oui, sur les banques, sur... regardez un peu les actifs tangibles. Quoi. On n'a pas parlé parce que c'est toujours sale d'en parler, mais Total, ça aussi c'est pas très cher. Encore aujourd'hui? Oui, c'est pas très cher. Voilà. Alors à moins que vous... Ça l'est jamais. Non, ça l'est jamais. Est-ce que là, il n'y a pas un risque pour le coup d'avoir une vraie déflation, désinflation des matières premières, un contre-coup? Je parle conjoncturel, je ne parle pas forcément sur 5 ans. C'est pareil, quand je disais tout à l'heure, il y a une question de prix, ça anticipe un prix du pétrole bien en deçà du niveau actuel. Ils ont un prix d'équilibre, quoi, 30-40 $ peut-être maintenant? On compte. C'est ça. Alors même quand c'était 60, 70 il y a encore quelques années.
En matière d'investissement, c'est quoi les idées qui vous paraissent... Pas de faire du cash maintenant, au contraire, moi je suis assez favorable pour dire qu'on voit un peu une lueur au fond du tunnel, profiter de ces niveaux de valorisation pour mettre un pied dans le marché. On peut acheter des valeurs, des actifs de très bonne qualité, pas chers. Et donc ça c'est important. Et puis je rajouterais juste une petite remarque sur la hausse des taux et des rendements obligataires qu'on peut avoir. Je pense que ça explique également une grande partie des sorties qu'on constate sur les actions européennes, parce que les institutionnels sont en train d'arbitrer pour aller se remettre sur l'obligataire. Voilà. Ouais. Effectivement, c'est la rotation en sens inverse. Après la répression financière, on revient sur déjà de l'obligataire sans risque. Le 10 ans américain devient là aujourd'hui effectivement une cible pour tout le monde, quand bien même on a vu 3,50 encore. Voilà. Donc on perd encore un petit peu en capital on est quand même encore sur l'obligataire. Oui. Placement obligataire. Mais taux réel est à plus 1% peut-être aux États-Unis sur le 10 ans aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir participé à cette discussion ce soir. Xavier Deburen, InnoCap Gestion, Igor Demac, Vital Épargne et Eric Turgeman, Ophi Asset Management, étaient les invités de Planète Marché. Chaque lundi, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous avons rendez-vous désormais avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas pour notre quart d'heure américain. Bonsoir Pierre-Yves, merci beaucoup d'être avec nous en visioconférence. Je crois qu'il y a eu deux informations importantes la semaine dernière, en provenance des États-Unis. Alors le rapport mensuel de l'inflation, on y reviendra avec la perspective de la réunion de la Fed qui commencera d'ailleurs demain. Et puis le message de FedEx, qui est un message assez alarmant, peut-être le premier message alarmant de cette nature envoyé par une entreprise globale. Et le patron de FedEx, d'ailleurs, je crois, n'a pas mâché ses mots pour décrire la situation à laquelle son groupe faisait face aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retenez de ce message, Pierre-Yves ? Moi, j'aimerais savoir si, justement, c'est un phénomène macro qui nous est révélé par FedEx en premier, mais qui ensuite nous sera confirmé par d'autres, à commencer par les rivaux de FedEx, UPS, ou si c'est un problème FedEx. Est-ce qu'on va jeter le bébé avec l'eau du bain ou non ? Une autre manière de formuler la question, c'est est-ce que ce que FedEx nous a annoncé ressemble à ce que nous ont annoncé Walmart et Target à 2 reprises au cours des 6 derniers mois, à savoir que leurs affaires n'étaient pas bonnes, mais le marché a su, après le choc initial, faire la différence entre ce qui participait du problème de surstockage de Walmart et Target et de ce qui participait du ralentissement de la consommation aux États-Unis. FedEx est une société énorme, incontournable. Je rappelle quelques chiffres qui font quand même rêver. FedEx, c'est 700 avions, c'est 215 000 camions qui circulent dans les rues du monde entier. C'est 550 000 employés dans 220 pays. Donc, si FedEx a un problème, et si FedEx, entre la mi-septembre et 3 semaines auparavant, tout semblait bien, nous annonce que ça va très mal en Chine, que la demande de transport de colis s'effondre, que la demande de transport de colis pour le commerce e-commerce, pour les achats en ligne s'effondre aussi, nous avons un problème macro, c'est très grave, simplement FedEx est le premier à nous le dire et d'autres vont nous le dire. Ou alors, nous avons un problème qui est plutôt un problème FedEx, avec des énormes investissements qui n'ont pas été très bien faits, avec l'intégration de cette fameuse acquisition à laquelle ils ont procédé en 2016 de l'européen TNT, et on remet ça un petit peu dans le contexte où FedEx est quand même un habitué du ratage de ses objectifs de résultats trimestriels. Remettre aussi ça dans le contexte de l'arrivée d'un nouveau patron depuis le mois de juin, qui avait sur le dos un fonds actif, un fonds spéculatif, D.E. Shaw, qui exigeait une augmentation des rendements. Monsieur donc Subramaniam, qui maintenant a remplacé Fred Smith, est en train de faire d'énormes promesses au mois de juin. Ça fait exploser la valorisation de FedEx, et puis là, on retombe finalement au niveau de valorisation qu'on avait observé auparavant. On est passé de 18 à peu près à 11, et si on regarde le PE forward, je ne sais plus comment on dit ça en français, les anticipations de ratio prix-bénéfice, on tombe à 8. Peut-être que c'est le bon moment de racheter FedEx. 2 rendez-vous importants pour essayer de savoir ce qui se passe. Le premier, c'est le 22 septembre.
c'est le conference call du nouveau patron de FedEx qui va devoir expliquer à Wall Street, qui est sous le choc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que son plan de redressement est remis en question? Comment va-t-il, d'ici 3 ans, redresser la barre? Et puis, l'autre chaussure qui pourrait tomber, pour parler anglais, c'est de savoir si UPS, le grand rival de FedEx, va à son tour, d'ici quelques semaines, nous annoncer que oui, il y a un problème, la demande mondiale s'effondre. Oui, je crois que ça résume d'ailleurs assez bien l'enjeu de la prochaine vague de publication de résultats. Pour chaque secteur qui fait face à des difficultés particulières, on analysera le message des entreprises. Est-ce qu'on va faire des read-across génériques à chaque fois? Est-ce que chaque situation d'entreprise sera spécifique dans le contexte actuel? Point très intéressant sur FedEx. Donc on attendra la conférence call du nouveau patron de FedEx et les résultats d'UPS pour confirmer ou infirmer peut-être la nature globale macro du message qui a été délivré par FedEx la semaine dernière, qui a été quand même un warning retentissant qui a sans doute participé à secouer les marchés, au moins autant que le chiffre d'inflation aux États-Unis et la perspective d'une nouvelle hausse de taux de la Réserve fédérale américaine cette semaine. Ça n'est pas du tout une surprise, Pierre-Yves. Je ne sais même plus comment formuler la question. Pourquoi est-ce que la Fed ne fera pas 100 points de base cette semaine? Est-ce que c'est une bonne question? Je pense que s'ils font 100 points de base, paradoxalement, ils vont nous faire peur, bêtement. On s'attend tellement à ce que ça soit 75 points de base que s'ils font 100 points de base, on va se dire « oulala, ils savent des choses que nous ne savons pas ». La situation est encore plus grave que ce que l'on redoute en matière d'inflation sous-jacente. Et sur le fond, en ce qui concerne la maîtrise de l'inflation, franchement, quelle différence ça fait 75 ou 100 points de base? Pas grand-chose pour l'économie réelle. Je pense que le plus important, c'est qu'ils fassent 75 points de base cette semaine, et puis ensuite à nouveau 75 points de base en novembre, et puis à nouveau en décembre. C'est plutôt la progression et la manière consistent de conserver ce redressement des taux du coût du crédit aux États-Unis qui est importante plutôt qu'une différence de 25 points de base en quelques jours. Pour autant, il y a quelque chose qui me frappe, Grégoire. Et là, je m'appuie sur mon âge canonique. Je suis arrivé à Washington quand Paul Volcker était encore patron de la Fed. Je crois que pour la première fois de ma vie, depuis cette époque-là, depuis le début des années 80, nous sommes dans une situation où la Fed n'a plus peur de faire peur au marché. Et ce message a été communiqué de manière assez explicite, d'ailleurs, par certains. Je pense au président de la Réserve fédérale de Minneapolis, qui, le lendemain du discours de Jerome Powell à Jackson Hole, après que Wall Street a connu sa plus forte chute depuis le mois de juin, M. Kashkari a dit « Je suis content de voir la réaction du marché au discours du président Powell. » C'est-à-dire, je suis content de voir que non seulement le marché obligataire s'effondre, mais les marchés d'actions s'effondrent. Il y a très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Vous vous souvenez, en 2013, lorsque Ben Bernanke commençait à dire « le moment est bientôt venu d'abandonner l'assouplissement quantitatif », on s'est dit « oh là là, ça va être dramatique, effondrement du marché obligataire ». On a trouvé d'ailleurs un surnom à cette réaction du marché, c'était le « Tapper Tantrum ». On doublait le Tapper Tantrum, on est en plein dans le Tapper Tantrum et la Fed persiste et signe. Une autre manière de voir les choses, s'appliquant davantage au marché d'actions et moins au marché obligataire, c'est ce que l'on appelait le Greenspan Put. Vous vous souvenez, put étant le nom du produit dérivé que l'on achète. Quand le marché tombe, le put va grimper. Où est le Greenspan Put qui est devenu ensuite le Bernanke Put, qui est devenu ensuite le Yellen Put? Il n'y aura pas de Powell Put, il n'y a plus de put. Maintenant, la Fed dit l'inflation est de nouveau dramatiquement importante, c'est notre objectif, la santé de l'emploi américain est suffisamment forte pour que l'économie américaine puisse supporter un relèvement important et durable des taux d'intérêt jusqu'à ce que l'inflation soit de manière convaincante maîtrisée. On oublie les marchés, à moins bien sûr que l'effondrement ne remette en cause la stabilité du système. Alors là, c'est autre chose. Mais pour le moment,
Jérôme Powell n'a pas peur de faire peur à Wall Street. Ah non, il n'y a aucune ambiguïté dans le discours. Je suis bien d'accord avec vous, Pierre. Je pense même que ce qui explique en partie le discours aussi expéditif et direct de Jérôme Powell à Jackson Hole, c'est le Nasdaq qui reprend 20% et plus au cours du mois de juillet. Exactement ce qu'ils ne veulent pas voir à ce stade du resserrement de la politique monétaire. Ils veulent punir le marché. Vous savez, Bill Dudley, qui a été économiste en chef de Goldman Sachs, qui ensuite a été patron de la Réserve fédérale de New York, qui maintenant n'est plus dans le circuit de la Fed, dès le mois d'avril, avait dit, ouvrez les guillemets, il faut que les actions baissent et il faut que la Fed force les actions à baisser. On ne peut pas être plus explicite dans cette mise en garde et dans ce désir. Les marchés ne font plus la loi, nous allons montrer qui est le patron. Et le patron, en période de forte inflation, il faut que ça soit la Fed. Un mot de politique pour finir, Pierre-Yves, dans le fil rouge qui va nous conduire jusqu'aux élections de mi-mandat début novembre aux États-Unis. L'immigration sera évidemment un thème encore structurant. Oui, c'est un des thèmes sur lesquels les Républicains comptent pour mobiliser leur base, qui s'est un petit peu dilapidée au cours des 2 derniers mois. Ce n'est pas le seul thème sur lequel les Républicains se sentent forts, mais c'est un des thèmes importants, et c'est un des thèmes qui, au cours des derniers jours, est revenu au centre de la conversation politique américaine avec cette espèce de coup extraordinaire, stupéfiant, honteux, diront certains. Le gouverneur du Texas, depuis le début du mois d'août, envoie par autobus entier des migrants sans papier ou avec papier qui ne sont pas expulsables. Il les envoie dans des grandes villes démocrates qui se présentent comme des villes sanctuaires. New York, Chicago, Washington, Boston, etc. C'est un moyen pour lui de médiatiser le fait qu'il y a beaucoup trop de migrants à la frontière du Texas et du Mexique, et que si on les envoie dans les villes démocrates qui prétendent vouloir les accueillir à bras ouverts, les responsables et les élus locaux vont s'apercevoir de la complexité de l'accueil d'un si grand nombre de migrants. On est allé au-delà de cette technique de provocation, avec la décision prise par le gouverneur de l'État de Floride, M. Ron DeSantis, qui brigue, bien entendu, l'investiture républicaine pour les élections présidentielles de 2024, et qui a mis dans 2 avions à peu près 70 Vénézuéliens, et qui a fait atterrir cet avion à Martha's Vineyard. Martha's Vineyard, c'est un petit peu l'île de Ré américaine. C'est l'endroit où les Kennedy, les Clinton, les Obama et tout ce que l'Amérique compte de très très riches et de très très démocrates passent ses vacances. Et là encore, l'idée c'est, écoutez, messieurs les démocrates, vous représentants de la gauche caviar, débrouillez-vous maintenant avec tous ces migrants. C'est un coup médiatique exceptionnel qui est dénoncé comme l'instrumentalisation de gens qui sont fondamentalement des victimes des circonstances, mais c'est un coup qui a permis aux républicains sur la droite, sur la frange droite du parti, de se présenter comme les gens qui veulent défendre des frontières qui, à leurs yeux, sont complètement poreuses, non sans raison. Et puis ça repose la question de ces villes sanctuaires. Si on a le temps, je peux en dire un mot. Non, il faudra qu'on en reparle une prochaine fois, Pierre. Non, mais je le dis d'un mot, mais villes sanctuaires, c'est les villes qui se montrent plus accommodantes que les lois fédérales, c'est ça, vis-à-vis de l'immigration, Pierre-Yves? C'est très simple. Ce sont des villes qui ont décidé, c'est officiel, que la police locale n'appliquerait pas les lois fédérales en matière d'immigration. Donc, être immigré sans papier n'est pas considéré comme un délit dans une ville sanctuaire. Voilà qui nous amènera gentiment, je le dis, aux élections de mi-mandat. La vue de la vie politique et économique américaine, la vue de Pierre-Yves Dugas, chaque lundi à 17h45 en direct dans ce quart d'heure américain, rediffusé, je le rappelle, à 20h45 sur Bismart TV et à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Merci beaucoup Pierre-Yves, on se retrouve lundi prochain à 17h45 dans Smart Bourse sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.